Je suis trop contente, Izzy. Et moi aussi, je suis très contente qu'on fasse ça toutes les deux. Moi aussi. Et avant de commencer, j'ai envie ben, qu'on prenne un temps pour admirer le décor, parce que je sais que pour toi, C'est tellement important. c'est capital. Mm. Les matières, je suis sûre que toi, tu as déjà Ah, mais tout j'ai tout scanné. scanné. La première fois que je suis arrivée dans cet endroit, ça a complètement résonné. Je me suis sentie, mais vraiment dans ce côté caverne, refuge qui permet et la concentration et la confidence et de se sentir à l'aise parce que tu sens là, c'est tout doux, tout partout, c'est confortable et en même temps c'est hyper chaleureux. Donc il y a un côté très familier. C'est ça qui fait du bien. Et puis, tu aimes aussi le côté on a pensé à tout. Ah oui, j'adore. Le niveau de technicité d'Alexandre est phénoménal et du coup, tout est pensé, tout est fait pour que ça soit fluide et que ça soit facile. Ça, c'est la clé. Donc, ça correspond tellement à mes critères que voilà, c'était une évidence. Mais d'ailleurs, tu as compris tout de suite en arrivant. Carrément, complètement. Et puis là, quand tu parles de ça, je pense tout de suite à un exemple que tu m'as donné quand je t'ai dit, mais en fait, ce que tu fais aujourd'hui, ça s'applique à différents domaines. Et puis, tu m'as dit, mais en fait, je vais te donner un cas concret. Parfois, on pense à la hauteur des plafonds. Et puis, on se dit, ouais, on va gagner de la hauteur de plafond, mais on ne pense pas. Ben non, en fait, on va laisser de l'espace pour laisser passer une gaine, parce que peut-être que dans la maison, il y a quelqu'un qui va être très dérangé d'entendre ce sifflement et ça va lui pourrir la vie. Exactement. C'est tout le problème en fait de l'esthétique des lieux versus la technicité des lieux. Et pour moi, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Parce que l'esthétique, c'est pas juste ce que je vois, c'est ce que je sens, ce que j'entends, ce que je capte par tous mes sens. Enfin, on est multisensoriel et malheureusement, aujourd'hui, on est sur Pinterest en permanence, donc on est capté par le visuel et c'est notre seul repère, alors que non, un intérieur, un studio, un cabinet, enfin, peu importe le lieu, qu'il soit perso ou pro, doit exister sur un plan pluridimensionnel. C'est super important. Il faut le concevoir comme ça. Et l'esthétique visuelle est là, on va dire, pour capter le regard, mettre à l'aise, et puis maquiller toute la technique qu'il y a derrière. Et la technique qu'il y a derrière, elle doit être pensée très en amont, parce qu'elle doit être déjà adaptée au lieu, adaptée à l'exercice, adaptée à l'objectif qu'on a, et adaptée aux personnes. Donc, tu parlais de l'hypersensibilité au bruit, parce que je sais l'exemple auquel tu fais référence. Je te parlais des enfants autistes qui avaient cette hypersensibilité. Oui, ça fait partie des choses extrêmement importantes que dans notre métier, on doit absolument prendre en compte. Et c'est fou parce que quand on pense à architecture, architecte d'intérieur, le commun des mortels va penser à c'est beau visuellement et va s'attarder sur ce sens-là, en fait, de l'esthétisme et puis peut-être de l'image que ça renvoie. Mais en tout cas, de nous-mêmes, on ne va pas penser si loin au bruit. Et alors en plus, si ce sont des profils différents, ben là, forcément que nous, on ne va pas imaginer ça. Et d'ailleurs, avant que toi, tu m'en parles, je n'avais jamais entendu d'autres architectes ou architectes d'intérieur évoquer ce sujet. Alors, il y a eu une culture, et que je ne renie absolument pas, hein, de nombreux architectes d'intérieur qui ont amené leurs pattes et qui ont amené des styles, et derrière, qui ont fait évoluer des savoir-faire, et ça a vraiment eu un impact extrêmement positif. Mais c'est un peu comme l'effet d'un balancier, si tu veux. On est tellement allé de ce côté-là, la patte, un tel à telle patte, alors je ne citerai pas les noms, mais c'est très reconnaissable.
Et les gens se sont dit: «Ah mais c'est ça que je veux chez moi». Enfin, il y a encore fallait-il en avoir les moyens. Oui, mais on est dans une ère quand même où, la conjoncture qu'on vit, et particulièrement en ce moment, est extrêmement, difficile. On est dans une époque aussi où on parle de plus en plus de problématiques de santé mentale, alors que ça soit au travail, mais bien sûr que le retentissement, il est dans la vie perso également. On est dans l'intégration des différents handicaps de plus en plus. Donc on ne peut pas se contenter de faire de la décoration d'intérieur ou de la rénovation et donc de faire intervenir des architectes en ne prenant pas tout ça en compte. Il faut absolument que l'être humain soit au centre de la démarche. Donc la patte, le style d'un autre peut parfois être parfaitement en cohérence et procurer un épanouissement fabuleux. Et je le respecte et je le valorise vraiment. Ma démarche à moi, c'est pas du tout celle-là. Je considère pas avoir une patte à moi, je considère pas avoir un style à moi. Et ma signature, en fait, c'est de révéler le style de mes clients. Et quand je dis le style, c'est vraiment d'aller chercher ce dont eux ont besoin, ce qui va leur faire du bien, que ça soit au point de vue de l'organisation, de la circulation, l'optimisation de l'espace et en fonction de leur projet, mais que ça soit aussi au niveau des couleurs, des textures, de l'environnement. Et là, je prends en compte pas uniquement leur personnalité, mais tous les membres de la famille. Et donc, on en vient à parler, oui, évidemment, soit de personnes avec un handicap visible ou invisible, de personnes vieillissantes. Voilà. On peut tout intégrer dans l'architecture. C'est super important. C'est fou. Donc, du coup, imaginons que toi, parce qu'on commence à comprendre, du coup, l'architecture, etc., etc., du coup, toi, quand tu arrives, on va dire, par exemple, l'exemple d'un cabinet médical ou d'une maison, je ne sais pas lequel tu tiens. Partons sur le cabinet médical parce que c'est celui auquel on pense le moins. Oui. Du coup, tes questions vont être complètement différentes de quelle couleur vous voulez, tatitata. Je ne pose jamais la question de la couleur. Intéressant. Non. Je questionne énormément. Alors, partons sur l'exemple du thérapeute dans son cabinet, quelle que soit sa profession et son exercice. J'éclaircis d'abord son intention thérapeutique. J'ai besoin de savoir quelle est profondément sa vision. On peut avoir des dentistes qui font le même métier, qui n'ont pas du tout la même intention dans leur pratique professionnelle. Ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est le point de départ essentiel. Ensuite, quand il faut refaire, on va rester sur le cabinet de dentiste, par exemple, quand il faut refaire un cabinet, il y a de la technique qui est excessivement importante là dans leur métier. Donc, moi, je ne vais pas y toucher comme ça. Mais par contre, ce qui va m'intéresser de savoir, c'est quel est le public derrière qui est ciblé, quelle est la recherche en termes d'ergonomie du lieu, de fonctionnement, qui intervient dans ce lieu, parce que oui, il y a le praticien, mais derrière, je ne sais pas, assistante, secrétaire, comment ça fonctionne, quelles sont les zones de friction qui sont observées avec les patients, avec les autres intervenants dans le cabinet, quelles sont les zones, on va dire, identifiées comme problématiques et quelles sont les zones qui au contraire, fonctionnent super bien et qu'est-ce qui manque? Parce que très souvent, il y a un vrai manque. J'ai pas d'endroit pour me reposer, j'ai pas d'endroit pour m'isoler. Il y a justement, dans les cabinets médicaux, il y a parfois besoin d'une lumière très particulière, mais cette lumière, elle est fatigante aussi. Donc, il faut avoir des endroits où on retrouve une lumière qui est plus juste. Hein, et je parle de justesse de la lumière parce qu'il y a un lien qu'on oublie tellement aujourd'hui, c'est le lien avec les cycles circadiens, c'est juste essentiel. Donc, voilà. Il faut respecter tout ça. Et la question de la couleur, pour moi, elle est très liée à la personnalité. Et j'en reviens à l'intention, c'est OK.
on va aller vers quelle couleur? Qu'est-ce qu'on veut ramener comme sentiment? Est-ce que dans cette zone, on a besoin de tranquilliser, de faire descendre le niveau de stress, par exemple? Dans telle zone, on a besoin, au contraire, d'amener un peu de chaleur et et de réconfort. Voilà. Alors, je vais te parler des couleurs chaudes, des couleurs froides, on a entendu parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'intensité d'une couleur. Il y a des couleurs qui vont être fatigantes, stressantes même pour le cerveau parce qu'elles sont trop saturées. Mais par contre, dans un couleur, ça va avoir un effet bluffant et qui va donner du peps, qui va donner un sentiment de joie ou d'énergie. Voilà, il y a une couleur que tout le monde connaît qui est le bleu clin. Travailler avec du bleu clin en permanence, c'est compliqué parce que c'est une couleur qui est extrêmement saturée. Par contre, dans un passage, dans un endroit bien particulier, ça va donner un coup de peps et d'énergie qui est juste incroyable. C'est génial. Ça dépend. Voilà. Ça me touche de t'entendre et je sens mon cœur qui bat parce que je suis hyper touchée de me dire que tu vas jusqu'à penser à tous les patients qui vont venir dans le cabinet, de penser à la dentiste ou enfin, à la thérapeute qui va avoir besoin d'un endroit pour se reposer. Ce niveau où tu considères, où tu penses à chacun, et jusqu'à l'intention de la thérapeute, je trouve ça incroyable en fait. Jusqu'où tu penses avant même de commencer, on va dire, à élaborer vraiment les volumes et les couleurs, etc. C'est incroyable. Et là, j'adore parce qu'en fait, on se dit bien qu'il y a autre chose que des études d'architecture d'intérieur. Là, il y a des tas d'autres domaines. Là, quand tu parles, on voit tout de suite tout ce qui vient nourrir. Ah bah oui, je ne suis plus un lapin de 3 semaines, donc voilà. Il y a une expérience cumulée. Tu sais que pendant 23 ans, j'ai été orthophoniste. Ma passion, c'était vraiment les neurosciences et je pense que ça a été le fil rouge. Vraiment. Ça, et à force de parler de ce que je fais aujourd'hui, je me rends compte aussi que créer la sécurité, ce sentiment vraiment de sécurité intérieure, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très important. Alors quand j'étais orthophoniste, j'ai exercé dans un cadre classique. Je pense que j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire en orthophonie, mis à part la surdité. Mais ça m'a appris énormément de choses et surtout, ça m'a fait découvrir que il y a la posture de thérapeute. OK, on est là pour traiter un problème. Mais en fait, on est dans la vie des gens. Et on n'est pas juste dans la vie du patient, on est dans la vie de tout ce qu'il y a autour, de tout l'écosystème qu'il y a autour, les frères, les sœurs, les parents, les aidants, l'école, si c'est un enfant. Voilà, il y a tout un écosystème. Et bien souvent, à me retrouver à aller chez les gens, je me rendais compte de l'impact que pouvait avoir, alors que ça soit parce qu'il y avait un enfant qui était porteur d'autisme, parce qu'il y avait un enfant polyhandicapé, parce qu'il y avait une personne âgée avec un Alzheimer, l'impact que ça a dans la famille. Et là, je me disais, mais comment je peux les aider ? Et bon, alors c'est le problème du médico-social en France. On n'a pas des moyens délirants. Donc, comme moi, j'ai toujours adoré refaire des barrages. J'avais toujours des pots de peinture à la maison, de quoi bricoler, etc. Et il m'est arrivé X fois de dire aux parents, vous savez quoi, on va réorganiser un peu. On va faire un petit coin, on va mettre un peu de couleur là, et parce qu'il faut zoner. Mais je le faisais d'une façon un peu intuitive. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non, stop l'intuition, quoi. En fait, il y a de vraies explications neuroscientifiques, voilà. Et je me suis replongée là-dedans, et puis j'ai fait les ponts. Donc, tu te rends compte que n'importe quel être humain, en fait, utilise, on va faire très simple, la partie limbique de son cerveau pour capter de façon extrêmement instinctive, sans du tout le conscientiser, l'environnement.
Donc, toute la zone hippocampique, para-hippocampique, c'est ce qui nous permet de décrypter l'espace de façon absolument instinctive, sans y réfléchir. Et du coup, ben, tu vas avoir une notion de stress ou une notion au contraire de détente parce que tu te sens en sécurité. Tu vas avoir... il y a eu des recherches, hein, il y a même eu un prix Nobel là-dessus, hein, pour la façon qu'a le cerveau de zoner et de faire des grilles en fait, de repérage. Enfin, c'est fabuleux. Mais tout ça, tu t'en rends pas compte. Absolument Par pas. contre, c'est ce qui va générer ta capacité d'orientation, ton sentiment de sécurité, etc. Ça, c'est la première grille de lecture, on va dire. Ok, il y a ça. Mais après, dans un espace, il y a aussi une sensation liée justement à ce qu'on disait tout à l'heure, la lumière. Comment elle entre, comment elle redéfinit, redécoupe l'espace. Parce que très souvent, je repense aux enfants autistes, ils ont une hypersensibilité à l'excès de lumière. Et en même temps, très souvent, on dit qu'ils ont une difficulté de concentration. Ok, pour se concentrer, il faut une lumière un peu plus blanche. Ça va pas marcher. Donc, comment on fonctionne? Les personnes qui vieillissent, sans parler de dégénérescence particulière, il y a l'opacification du cristallin, donc on voit de plus en plus avec des couleurs jaunissantes, genre photosépia. Du coup, voilà, sans vouloir être trash, hein, mais très souvent, moi j'ai entendu, pour avoir travaillé dans des EHPAD, les aides-soignantes dire mais c'est insupportable, ils n'arrivent plus à aller aux toilettes et à chaque fois c'est à côté. Mais en fait, c'est tout bête, hein, c'est qu'il n'y a pas de différenciation au niveau de la couleur. C'est le carrelage du sol, la couleur des murs et la couverte des WC, c'est tout la même couleur. Donc comment ils font? Mais on n'y pense pas. Ah oui. Mais non, on n'y pense pas, on ne sait pas. Ça paraît limite risible, mais non, en fait, c'est très concret. C'est dingue. Il fait tout le temps tout tomber. Ben non, mais c'est parce qu'en fait, la limite du lavabo avec le mur, c'est toute la même couleur. On s'en sort pas. C'est fou. Et il n'y a personne, les médecins... Enfin, mon père, il a suivi ces étapes. C'était pas Alzheimer, mais... Et en fait, il y a... À aucun moment, on nous a dit, tiens, il faudra peut-être réorganiser sa maison. Et puisque tu dis les couleurs, tout ça, même le carrelage, j'ai envie de dire, ça peut se changer en un week-end, en fait. Oui. Mais souvent, on fait passer, si tu veux, les ergothérapeutes, qui font un super boulot, hein, en termes d'ergonomie, de praticité, voilà. Mais on pense qu'à ça. Tiens, il va falloir la poignée pour qu'il se soulève. Ouais. Ok. Il ne faut pas de sol dans la douche. Ok. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il faut mettre des repères. Mais oui. Il n'y a pas qu'une question juste d'ergonomie, de fonctionnalité. Il y a une mise en place de repères. Mais ce qui est valable pour des gens soit vieillissants, soit avec des handicaps, c'est valable pour tout un chacun, en fait. Parce que l'hypervigilance de notre cerveau, c'est complètement contradictoire avec la faculté de se reposer, de se détendre. Donc, si on n'a pas aménagé notre intérieur de façon à ce qu'il soit un cocon dans certaines zones pour pouvoir complètement relâcher, dans d'autres zones pour pouvoir se concentrer parce que là, on a besoin de travailler, dans telle zone, on a besoin de convivialité. Donc, le cerveau est en hypervigilance. Et donc, tu as cette sensation de jamais être totalement bien chez toi. C'est dingue parce que parfois on se dit mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? On entend parfois des personnes dire c'est bizarre, les énergies, etc. Alors que tout de suite on va... Mais bon, il y a ça, mais déjà, rien qu'avec ces bases, puis qu'on ne connaît pas, on peut faire, tu vois, une gaffe en allant s'acheter les pots de peinture pour repeindre une pièce. Et puis, pas se sentir, pas le fait de ne pas aimer la couleur ou pas, mais en fait, sans le faire exprès, d'avoir mis son cerveau en hypervigilance dans une pièce où on n'attendait pas ça. Exactement. En fait, là, tu abordes deux choses différentes. Je vais commencer par la couleur parce que
à aller plus vite, entre guillemets. Mm. Quand tu t'habilles le matin, tu vas choisir des vêtements de façon assez instinctive en fonction de ton objectif de la journée et puis en fonction de la couleur que tu as envie de porter. Mm. Parce que ça te dit quelque chose. Mais quand tu vas choisir une couleur pour le mur de ton salon, il fait moche, tu es de mauvaise humeur, tu supportes plus les enfants à la maison et tu es particulièrement énervé, je suis pas sûre que ça soit le bon moment pour choisir la couleur. Parce que la couleur, c'est ce qui, très instinctivement, répond à notre émotion du moment. Et je suis sûre que ça t'est arrivé d'avoir peint, et je pense à ma nièce, là, il n'y a pas longtemps, qui a repeint tout un mur de son salon et qui m'a dit, là, ça y est, j'ai changé d'énergie, il faut que je change. Et j'ai adoré qu'elle me dise ça, parce que depuis le temps qu'on parle toutes les deux, mais c'était très exactement ça. Elle a compris qu'elle avait passé un cap, qu'elle était dans une nouvelle énergie, et clac, les murs de son salon, voilà, changer de couleur parce que ça ne lui correspondait plus. Et ça, c'est très important de l'identifier, d'en être conscient. Tellement. Voilà. Et c'est pour ça que tu as aussi tellement de couples qui s'engueulent parce que monsieur voulait du bleu, madame voulait du rose. J'exagère, hein. Ouais. Mais parce qu'ils ne sont pas sur la même vibe. Et oui. Mais c'est dingue. En t'entendant, je me dis, ça va loin parce que ça va très loin. Ça veut dire qu'il y a certainement de temps en temps des tensions familiales. À cause cette espèce de climat. Puis même, on peut se dire peut-être pourquoi même pas le petit chien, ou enfin, je sais pas. Et un truc un peu faux, quoi, qui se met en place relationnellement, alors que c'est l'environnement. Exactement. Et là, on en vient, avec le petit chien notamment, à ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est l'énergie d'un lieu. C'est monsieur Einstein qui a mis ça sur la table. Tout est énergie. Et on le démontre au quotidien. Enfin, voilà, il y a énormément d'études scientifiques très, très sérieuses qui expliquent que tout est énergie, que nous sommes une énergie et donc un lieu correspond à une énergie. Alors, tout de suite, tu vas me dire feng shui. Et là, je vais remettre les choses au centre. Ouais. Je suis très, on va dire, précautionneuse avec le feng shui dans le sens où ce que je vois aujourd'hui se diffuser beaucoup, on va dire que c'est du feng shui New Age, très simpliste, très galvaudé. Voilà, parce qu'à force d'être vulgarisé, on en a perdu l'essence. Et c'est super important de revenir à quelque chose qui est issu du Tao. Et moi, c'est de ça dont je me sers. C'est vraiment les fondements du Tao et l'étude du Qi, parce que voilà, c'est le mot pour dire énergie. Et il y a des choses, des concepts très fins. Ça fait 2500 ans que c'est documenté. C'est pas anodin. Il y a des villages en Chine qui subsistent, qui ont été construits avec des principes de feng shui. Et qui crée des microclimats justement pour arriver à lutter avec un environnement assez difficile. Donc, c'est très puissant. Ça demande des études extrêmement poussées et longues. Et il y a vraiment des experts. Je ne prendrai jamais leur place. Et je me méfie beaucoup des gens qui posent un bagouet sur un plan en disant là, ça ne va pas. Ou il faut du rouge, ou il faut mettre des canards dorés devant la porte. Voilà, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Par contre, c'est un outil très puissant, et voilà, mais qui rejoint aussi la géobiologie. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont il faut savoir se servir et savoir faire appel aux experts aussi dans ce domaine-là. Et est-ce que tu peux expliquer rapidement, enfin, je sais que ça mériterait des heures, mais de dire finalement, qu'est-ce qu'il y a en plus de travailler avec le Tao que le Feng Shui? En fait, c'est de remettre en équation la personne, l'environnement dans lequel elle va être. Parce qu'on est tous différents et si tu veux, c'est ça que je voudrais arriver à transmettre. C'est qu'il y a le lieu, ok, il y a l'architecture du lieu, il y a la vibration du lieu, il y a là où il est, donc géobiologiquement,
voilà, on est dans une région où il y a des failles, où il y a un peu de taylorisme. Voilà. Mm. Il faut y faire gaffe. Et puis, chaque individu, alors ça, c'est les fondements du Tao, donc moi, je me sers du Bazi. C'est chaque individu a une façon d'être relié aux 5 éléments principaux et voilà. Et au cours de sa vie, ça va évoluer d'une façon différente. C'est important de s'en préoccuper. J'adore tout ce à quoi tu penses, mais c'est Ben oui, tellement... voilà. En même temps, c'est Tout se mêle. tellement global C'est très global et et on il ne y a peut tous pas... les détails. Ouais. On ne peut pas ne pas avoir une vision holistique parce que voilà, c'est juste essentiel et c'est cette notion de retrouver de l'équilibre, c'est ça qui va nous amener à la sécurité intérieure et qui va faire que après, tout est quand même beaucoup plus facile. Mm. On a ce sentiment de stabilité et voilà. C'est génial. Dans une société tellement agressive, ça me semble un peu important. Tellement, tellement. Et là, tu vois, je me dis, tout à l'heure, on parlait des personnes âgées, mais en fait, on ne sait pas. On apprend ça nulle part que changer, enfin, mettre des couleurs un peu contrastées ou des repères, ce serait hyper, en fait, indispensable pour eux. C'est fou parce que tu dis aussi que leur dernière phase de vie serait tellement différente si on considérait tout ça de manière aussi holistique et dans le détail. Mais tu parlais aussi des profils neuroatypiques, tu as parlé de l'autisme. L'autre fois, on avait aussi évoqué tout ce qui est autour des TDAH, etc. Et là, du coup, je sais que tu as pensé à, en fait, quelque chose qu'on pourrait se fournir ou avoir accès, qui serait une forme de formation qui nous permettrait justement d'avoir tous ces éléments, mais en gros de pouvoir gérer ça un peu en autonomie, quelque chose qui soit du concret chez concret. En fait, j'ai pensé à diffuser 2 choses. Alors, du très technique, avec des bases scientifiques fouillées, parce que je déteste la simplification, en fait, pour les professionnels. Et puis, effectivement, pour tout un chacun, avoir des bases de compréhension de l'interconnexion qu'il y a entre notre fonctionnement cérébral, et donc, du coup, quel que soit le profil, et l'environnement et comment le gérer. Parce que, par exemple, c'est très important pour des gens qui hébergent leurs vieux parents, par exemple, de savoir qu'un sol brillant, ça va les stresser. Parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est mouillé, ils font plus la différence. C'est des petites bricoles comme ça. Tout ce qui est très foncé, ça va donner une sensation de vide. Donc là où il y a du noir, du bleu marine, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée parce que la vue décroît et que c'est des petites bricoles comme ça. Et pour les familles où il y a voilà, des enfants, alors soit neuroatypiques, soit des enfants handicapés, savoir aussi que la perception corporelle est très différente. Donc à partir du moment où on a une perception de son propre corps qui n'est pas celle de tout un chacun, des gens ordinaires, et du coup la perception de l'espace ne l'est pas non plus. Donc il faut être vigilant. Voilà. Donc oui, j'ai ces deux formations que je vais diffuser. L'une s'appelle MAPS pour les professionnels et l'autre NeuroEcos pour les particuliers qui ont envie de creuser ça, parce que je pense que voilà, en quelques heures, ils peuvent avoir des clés et se dire waouh, il suffit de faire ces quelques changements-là, comprendre que voilà, il faut réaménager telle zone et pour pas grand-chose, on peut le faire nous-mêmes et en un week-end. C'est fou, voilà. C'est fou. Tout le monde respire. Mais oui, et donc du coup, il y a la formation pour tout un chacun en quelques heures en fonction des différentes situations. Et après, tu disais, donc il y a une autre formation pour les professionnels. Oui. Et là, c'est 30 heures. C'est pas le même... C'est pas le même cursus, mais j'ai prévu de faire ça, mais par petits groupes de 5-6 personnes, en visio,
pour qu'il y ait vraiment à la fois une substance technique, scientifique, voilà, mais qu'on parle de cas concrets Mm. aussi. Et ouais. Et qu'on soit dans l'échange et qu'on puisse monter ensuite un tissu en fait de gens qui partagent la même compétence et qui travaillent dans la même optique et qu'on puisse diffuser ça parce que Mm. voilà. Et du coup, pour ces personnes, elles vont vivre une montée en compétences d'un côté accélérée, parce que si elles devaient faire toutes les recherches, voilà, ça mettrait autant de temps que ça t'a mis à toi, voilà. Et puis après, c'est surtout, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas que les notions d'architecture et tout ce dont tu as parlé, les couleurs, les lumières, les énergies et tout ça, mais c'est aussi que toi, tu peux relier ça directement grâce à toutes les personnes que tu as accompagnées, côtoyées quand tu étais orthophoniste et toutes les maisons, les lieux dans lesquels toi, tu es rentré. Et ça, c'est fou parce qu'il y a, on va dire, le côté théorique, voilà, puis il y a le côté concret, le côté vécu. Oui. Et tu fais tous les liens. Oui. Puis après, je pense aussi qu'il est important d'amener ces professionnels aussi à savoir questionner correctement leur public, enfin leurs clients. Parce que très souvent, on s'arrête sur des contraintes techniques. Il faut tant de pièces, il faut tant de chambres, il faut tant... Enfin, voilà. Non, là, il faut questionner vraiment l'individu. J'en reviens à cette histoire d'intention. Enfin, voilà. On va vraiment creuser. Et là, je leur donne aussi des outils, du BADZE, du Human Design, enfin, voilà. Et je fais intervenir des gens extérieurs pour amener tous ces apports-là parce que ça ouvre les chakras. Et c'est très, très important de rentrer dans une conception holistique du coup du métier et du coup ça change toute la façon d'intervenir avec les gens mais ça crée des liens ensuite, ça crée une façon de fonctionner avec les clients qui est plus du tout la même. Mais oui. Il y a une valeur ajoutée non seulement dans notre posture professionnelle, on est solide, on sait pourquoi on fait ça. Et en face, on a des gens qui se disent « Waouh, je suis entendue, je suis compris, et puis je vais avoir et du beau et du bien. » Et ouais. C'est passionnant, c'est passionnant. On peut en parler des heures. Mais oui. Et puis là, du coup, je me dis, moi, je connais ton parcours, et en t'entendant, j'ai envie de vérifier un truc avec toi. Donc, tu étais orthophoniste, et puis là, comme tu l'as dit, tu étais dans les maisons et puis tu te disais, mais tiens, là, il y aurait un petit aménagement à faire, ce serait très simple, mais ça changerait la vie, etc. Et puis, je sais aussi que toi, il y a toujours eu ce côté intuitif. Depuis que tu es toute petite, que tu me racontais que tu changeais ta chambre régulièrement. Je changeais ma chambre, je réaménageais le jardin. Mes parents, ils étaient dingues parce que je créais des aménagements un peu partout comme je sentais. Mais oui, puis j'ai toujours aimé racheter des lieux à rénover. Et voilà. Et tout ça, tu le faisais avant d'avoir fait tes études d'architecture. Ah oui, j'ai toujours fait. Enfin, je pense que pour moi-même, j'en suis à la 12e maison. Et sans compter les copains à droite, à gauche. Voilà. Mais oui, et ça a toujours été une passion. Et j'ai fini par comprendre que j'avais vraiment besoin de me diriger vers ça définitivement parce que j'ai besoin d'être alignée en fait avec ce que j'aime, ce que je sais faire. Alors je suis allée apprendre vraiment le côté technique et aujourd'hui voilà, ça prend tout son sens. Et le côté technique, ça, tu es allée l'apprendre où ? Alors j'ai fait l'école Home et parce que c'est justement extrêmement structuré, extrêmement concret. Voilà. Ça, contrairement à mon fils qui a fait l'ISA, qui est sorti major de promo, et j'en suis super fière et je suis ravie
de pouvoir de temps en temps travailler avec lui sur des choses très créatives. Mais parce que lui, voilà, il a ce génie créatif. Et je me suis rendu compte de la disparité justement de nos parcours parce que voilà, c'est un scénographe, c'est un dessinateur hors du commun. Mais le côté très relié à l'humain, il l'a moins que moi. Mais finalement, c'est très complémentaire. Donc, c'est très chouette. Parce que vous travaillez ensemble. Parce que quand on en a l'occasion, on travaille ensemble. Oui. Voilà. Trop bien. Et ouais, c'est génial. Et puis, tu as aussi fait un passage aux États-Unis. Ah, j'ai fait un passage aux États-Unis et là, j'ai eu la très grande chance de découvrir vraiment alors pour le coup, sur le pan de l'autisme, ce qu'on pouvait faire quand on avait des moyens pour accueillir ce public-là. Et voilà, et c'est phénoménal. Hein. Il y a vraiment une référence dans ce domaine qui est Magda Mossafa. Et elle a mis un concept en place, hein, ça s'appelle Aspects, voilà, en plusieurs points, et où elle, sur le plan architectural, hein, elle met tout en place pour créer un environnement qui soit totalement adapté. Ça va des sols souples aux murs texturés, à l'acoustique parfaitement maîtrisée, la lumière, les cycles circadiens parfaitement respectés. Enfin, voilà. Des zones où tout est parfaitement rangé et codé par couleur, des zones qui sont plus libres, des zones de repli. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, on se dit, et pourquoi pas nous? Et ouais. Et toi, tu as vu ce qu'il y avait moyen de faire. Donc, ok, voilà. Les moyens ne sont pas les mêmes, mais... Les moyens financiers ne sont pas les mêmes, mais ça n'empêche qu'on peut se saisir de tous ces concepts-là et essayer, chacun à sa mesure, de les réutiliser, de les intégrer. Parce qu'en fait, là, c'est appliqué à l'autisme, mais la réalité, c'est que... Je ne dis pas qu'on a tous un côté autiste, mais je dis qu'on a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous correspond pour que ça nous fasse du bien. Voilà. Et du coup, je rigole parce que j'avais envie de te poser la question, du coup, quand est-ce qu'on vient chez toi? Et récemment, je t'avais posé la question et toi, tu disais, c'est plutôt moi qui viens chez vous. Oui. Mais du coup, parce que donc j'entends, tu travailles avec ton fils, donc tu as une agence, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est chez les particuliers, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis on a compris tout ce à quoi toi, tu utilises, en fait, tout ce que tu utilises. Oui. Moi, dès qu'on me dit, j'ai envie de changer ma cuisine, ou où là, j'ai une amie qui me dit, ça y est, j'achète un appartement, va falloir que tu viennes, faut qu'on repense l'espace. Oui, on va optimiser les mètres carrés, promis. Et puis après, je la connais bien, puis je sais qu'elle a eu un parcours de vie pas facile, elle se reconnaîtra en m'entendant. Et on va créer un intérieur qui lui ressemble et qui lui permette d'aborder cette phase de sa vie en lui donnant l'impulsion dont elle a besoin. Et oui, je vais chez les gens. Et puis, alors en ce moment, c'est pas le moment de venir chez moi parce que, tu vois, typiquement, oui. Je suis dans une phase de vie où je suis en pleine transition. Donc, je t'ai souvent parlé des histoires de transition de vie. Moi, je suis dans une. Et chez moi, c'est pas chez moi, en fait. Et je sens un effet que ça produit. J'ai eu beau réagencer. Non, j'ai beaucoup de mal. Je sens que je suis dans le dur. Voilà. Donc, je sais très bien que ce que je dis aux autres, je me l'applique en premier à moi-même parce que je sais l'impact que ça a. Voilà. Oui, donc toute cette notion, quand on est entre deux, cette transition de vie... Les transitions de vie, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger. Vraiment. Et ça, de nouveau aussi, on n'a pas conscience que quand on est en transition, puis ça peut être... des tas de transitions différentes. Ça peut être un deuil, un divorce, un enfant qui naît, soudain le besoin de changer professionnellement, donc on se met à travailler à la maison. Il y a plein de choses. Famille recomposée, des transitions de vie, il
y en a énormément, hein, même ne serait-ce qu'un déménagement, on arrive d'une région ou d'un pays étranger. Waouh! À chaque fois, ce sont des mini-traumatismes. Ben oui. Et en règle générale, on ne pense jamais à ça. Non. Et justement, c'est là où moi je dis que l'intérieur, là où on vit, doit être un espace de ressourcement. Mm. Et en même temps, je dis toujours dans ces transitions de vie, il faut prendre le temps. Et la dernière chose que je mets, c'est la couleur. Oui, c'est fou ça. Mais oui, parce que voilà, tu accueilles un enfant, je sais pas, on va prendre cet événement heureux, voilà, un enfant né, on lui fait une chambre, ça va changer plein de choses dans la dynamique familiale. On va passer par une phase d'euphorie, puis tu sais très bien comme moi qu'on passe après par une phase d'épuisement, de fatigue, voire de burn-out réel. Enfin, la couleur peps que tu as voulu au départ, quand tu vas être dans la phase critique, tu vas plus du tout la supporter. Elle va pas du tout t'apporter du peps. Elle va Oui. te renvoyer quelque chose d'insupportable. Je sais pas celle qu'on va choisir en premier. C'est fou. C'est fou parce que tu vois, là, tu as dit burn-out et je me dis, des personnes qui vivent un burn-out, c'est aussi une forme de transition Oui, tu as radicale parfaitement raison. et subie. Mais du coup, le réflexe, forcément, c'est d'aller chez son médecin, c'est normal, c'est voilà, d'aller chez un spécialiste psy ou autre. Mais je n'ai jamais entendu, mais je vais penser à l'espace dans lequel je vis et alors que, comme tu dis, ça apporterait tellement de sécurité intérieure et ça apporterait un soutien aussi, et pourtant on n'y pense pas. Oui. Même la chambre, c'est... La chambre, et puis l'intérieur, tu vois, mon fils aîné m'a beaucoup touchée parce que la première chose qu'il a faite là, dans cet épisode que je vis, c'est mettre des plantes de partout. Et parce qu'il sait, à force de m'entendre expliquer les choses en long, en large, en travers, à quel point tout ce qui est biophilie est essentiel et que c'est le premier vecteur de bien-être. Voilà. Dans un lieu qui n'est pas le mien, qui ne me correspond pas. Par contre, j'ai des plantes de partout et ça fait un bien fou. Donc oui, voilà, le premier réflexe qu'on devrait avoir, mais qu'on ne peut pas parce qu'on est dans une situation où on est effondré quand on est en burn-out, c'est d'aller chercher ce qui nous fait du bien et parfois on n'a pas conscience de ce que c'est. Donc parfois c'est juste 1 heure de conseil d'éco. Viens, on va enlever ça là qui te rappelle des mauvais souvenirs, ça qui te renvoie à tel épisode, tel machin, et on va mettre quelques plantes vertes bien choisies et voilà, réorienter un peu l'espace, mettre des ampoules un peu plus chaleureuses. C'est fou. Tac. C'est incroyable. On ne pense pas à ça. Non. En tout cas, dans nos civilisations, notre culture. Ou alors on se dit, mais c'est réservé à des gens qui ont les moyens parce que du coup, ils vont avoir un archi ou un décorateur qui va penser à tous ces détails. Et non, c'est pas forcément très, très onéreux. Puis après, très concrètement, pour l'avoir fait, moi, quand on fait la rénovation soi-même, il y a tellement de choses à anticiper que très souvent, à vouloir faire pas cher, ça revient très cher. Donc, avoir parfois les conseils de quelqu'un, au moins en amont. Mais oui. Voilà. Avec une vraie feuille de route. Oui. En fait, c'est éviter de perdre aussi de l'argent et du temps à devoir faire et refaire. Et toi, du coup, tu fais, on va dire, une mission, mais de réaménagement, etc. Et puis, tu accompagnes aussi des rénovations avec des suivis de chantier, etc. Oui, mais moi, je commence toujours par la même chose, c'est ce que j'appelle la visite conseil. C'est tout part de là. Donc, je passe 2 heures, tu me connais, quand je dis 2 heures, on déborde un peu, mais pour vraiment comprendre les gens, leurs intentions, leurs besoins,
Et puis, de là, en fonction de leur problématique, je propose 2 solutions. Je fais un compte-rendu écrit et je leur donne une feuille de route de ce qu'ils doivent faire ensuite pour pouvoir arriver à atteindre leur objectif. Ils en font ce qu'ils veulent. Soit derrière, ça s'arrête là entre nous, soit ils me disent, bon, OK, alors du coup, il va falloir des plans, il va falloir ci, il va falloir... Et on déroule. C'est en fonction de leurs besoins, en fonction du degré d'accompagnement qu'ils veulent. Et ça peut aller, oui, jusqu'au suivi de chantier intégral, l'achat des meubles, tout. Mais Ça, c'est important de savoir aussi que il y a d'abord cette première visite. il y a toujours cette première Et puis visite. qu'eux, ils ont la liberté. Enfin, après, s'il y a un suivi de chantier, il faut qu'ils puissent aussi on va dire, le porter Oui. et gérer. On parlait du temps et de l'argent. Oui, Mais d'avoir ce plan de route, évidemment. c'est essentiel. Mm. Mais je te dirais que toujours en amont de cette visite conseil, je prends quand même du temps avec les gens au téléphone pour comprendre quelle est leur problématique et surtout bien leur expliquer comment moi j'interviens Ouais. et quel est mon ADN en fait. Parce que je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde, que ça soit dans les attentes de tout le monde. Mais voilà. Mais oui, parce que c'est innovant. C'est pas courant qu'il y ait ce degré de questionnement pour chacun, cette considération. C'est ça. Puis je te dirais que c'est même qui tout double, c'est très souvent ce temps au téléphone, c'est ah non mais ça nous correspond pas du tout, ou alors ah oui carrément. Ah oui. Voilà, c'est génial. Oui, et parce que je pense aussi qu'on attire les gens qui nous ressemblent. Bah oui. Du coup, toi, tu dois t'éclater quand en face, il y a cette envie aussi de détails, de technicité, de tenir compte de tout. Exactement. Ouais. Ouais. Et donc, toi, il y a ton agence avec... et tu travailles de temps en temps avec Hugo. Ouais. Et puis donc, tu navigues seule, mais tu fais appel à d'autres... Toujours. Ouais. Toujours. Et puis, tu travailles aussi avec un cabinet, je ne sais pas si on dit ça comme ça, Arconexio. Ouais. Et ça, tu m'avais dit que ça te plaisait beaucoup, tout l'écosystème. Oui, parce que en fait, la rencontre avec Guillaume, c'est marrant parce qu'en plus, il a le même prénom que mon fils aîné, ça a été vraiment le coup de foudre amical, tu vois, et professionnel. Guillaume Payen-Ascon a monté Arconexio et c'est tellement en écho avec ce que moi je veux atteindre dans la façon de fonctionner et d'apporter aux gens dans la rénovation ou enfin, dans la construction de leurs intérieurs, perso ou pro. Guillaume, à côté, a mis en place vraiment une rigueur, une capacité à répondre aux besoins des clients. Mais il est vraiment, comme moi, d'abord attaché à respecter le budget. Donc, si tu veux, ce fonctionnement-là, non seulement il a la rigueur au niveau des finitions, etc. Donc, il a sélectionné vraiment des artisans et des entreprises qui correspondent à ces critères-là. Mais lui surveille chaque chantier, chaque devis avec cette même rigueur en disant « Ok, le projet sur papier correspond au budget ou correspond pas, d'emblée. » Et ça, c'est extrêmement sécurisant. Enfin, pour les clients, mais comme pour moi, parce que voilà, on sait qu'on va respecter ce qui est quand même le nerf de la guerre, le budget. Voilà. Ça, c'est énorme, parce que combien de fois on entend, il faut que tu comptes 30% Et c'est en plus. souvent le reproche qu'on fait aux archis d'intérieur, c'est de partir dans des trucs très, très beaux, mais inatteignables. Donc, on va générer la frustration chez les clients. Ouais, ils ont un super rendu, ils ont des super plans, ils vont avoir du béton ciré partout et voilà, et des portes magnifiques. Et puis ben non, parce qu'en fait, leur budget ne le permet pas. Voilà. Et chez Arconexio, j'ai trouvé cette rigueur. Et ce qui me permet de pouvoir travailler avec Guillaume. Et du coup, je sais que sur n'importe quel chantier, je vais avoir des artisans qui vont être extrêmement respectueux de leurs clients, des lieux,
et qui vont voilà, donner un rendu qui est impeccable et dans un budget qui est parfaitement maîtrisé dès le démarrage. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça, c'est vraiment rassurant et Ouais. important de le savoir parce que souvent, les personnes ne font pas la démarche parce qu'elles ont peur justement du dépassement. Et oui. Et ben non. Non, non. On doit Mmh. partir du budget de nos clients. Et c'est pas l'inverse. Mmh. C'est pas l'inverse. Tellement, tellement intéressant. Izzy, on arrive à la fin de ce moment. C'est vite passé. Hein. C'est vite passé. Puis ce moment à deux dans ces très confortables fauteuils, dans ce lieu magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, que tu t'es dit, mince, à ce moment-là, j'ai pas dit ça? Je pense que ça va me venir plutôt ce soir quand Quand ça tu va retomber, mais on en refera une deuxième. Ben oui, autant que tu veux. Et comment tu as envie de clôturer ce moment dans ce beau lieu? Si tu veux, j'espère que ça peut permettre à beaucoup de comprendre ce que je fais, comment je le fais, et puis surtout de rendre accessible, en fait, le véritable bien-être qu'on peut apporter à travers une décoration soignée, à travers une rénovation, et voilà, et faire comprendre que on n'est pas obligé de tout gérer soi-même, qu'on peut se faire aider, que ça parfois apporte un vrai bonus et que c'est super important dans l'époque dans laquelle on vit, d'avoir une grotte où se réfugier et qui nous booste aussi. Et on peut en faire à la fois un cocon et un tremplin. C'est pas antagoniste. Et si moi, j'ai envie de te recommander ou de parler de toi, du coup, je dis Izzy Galetti, architecte d'intérieur. Oui. C'est pour ça que j'ai dit zèbre bleu, parce que tu vois, c'est... Et oui, c'est ça. Qui Voilà. a l'agence Zèbre Bleu. Plein de rayures, plein de... Et donc zèbre, ben, on comprend les profils atypiques, etc. Du coup, on peut dire, oui, elle a toutes ces connaissances-là, elle tient compte de tout ça, que ce soit dans des lieux, des maisons médicales, des cabinets de thérapeutes et autres. Partout. Et aussi, des particuliers. Surtout les transitions de vie. Oui, les transitions de vie et puis tout ce qui a un lien de près ou de loin avec le handicap, quel qu'il soit, le vieillissement aussi, parce qu'on est de plus en plus nombreux à héberger nos vieux parents. Et voilà. C'est important aussi. Tout se pense. Il y a plein de solutions qui émergent. Hein, et voilà. Donc, je pense que si on ne veut pas se perdre soi et perdre le lien avec les autres, il faut penser d'une façon holistique. Il faut absolument intégrer beaucoup de paramètres et s'entourer de gens qui sont en capacité de les traduire. Tout simplement. Voilà. Là, je pense que on a les bons mots pour expliquer à quelqu'un qui n'a jamais accueilli une architecte d'intérieur chez lui, la puissance et puis tes spécificités à toi aussi. Merci beaucoup, Izzy, Katia, pour ce moment toutes les deux. Merci. À la prochaine. Oui, il y en aura une.